Le Real Madrid, un nom qui évoque le glamour, les trophées, la grandeur. Mais en ce moment, derrière la façade brillante, quelque chose ne tourne pas rond. Une crise interne, complexe, est en train de s'installer. On va donc plonger ensemble dans les coulisses du club pour décrypter ce qui se passe vraiment. Alors voilà, la question qui est sur toutes les lèvres, celle qui fait les gros titres en Espagne, Xabi Alonso a-t-il déjà perdu son vestiaire ? Parce que oui, les résultats sont plutôt bons, mais malgré ça, les rumeurs d'une cassure entre le nouveau coach et ses joueurs ne font qu'enfler. Sauf que, vous allez le voir, la réalité est bien plus complexe que ça. Ce qu'on lit dans la presse, en fait, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ce conflit apparent n'est que le symptôme d'un mal bien plus profond, une véritable fracture au sein même de la direction du club. Et ça, ce n'est pas nouveau. Première partie, les murmures de la crise. Alors, comment le feu a-t-il pris ? Eh bien, tout s'est accéléré à cause de quelques mauvais résultats, qui ont suffi à déclencher une véritable tempête médiatique. Et c'est ça qui est assez fou. Le Real est en tête de son championnat. Mais il a suffi d'une seule petite défaite en Ligue des Champions et d'un match nul pour que tout s'emballe. La violence des critiques est totalement disproportionnée. Clairement, ces deux matchs ont juste servi de détonateur à une bombe qui était déjà amorcée. Ça prouve bien que le vrai problème n'est pas uniquement sur le terrain. On en vient au cœur des tensions, dans ce deuxième point. Contrôle contre liberté. On assiste à un choc frontal entre deux philosophies de management. D'un côté, une gestion basée sur la liberté, de l'autre, un contrôle quasi total. Forcément, pour le vestiaire, le changement est brutal. Le contraste est saisissant. On passe de l'ère Ancelotti, que certains décrivaient comme un club med, avec une liberté quasi totale pour les joueurs, à la méthode Xabi Alonso. Contrôle, discipline de fer et de très longues séances vidéo. Pour des joueurs habitués à une telle autonomie, c'est le jour et la nuit. Du coup, ça coince, surtout chez certains cadres. Le mot qui revient, c'est qu'ils se sentent infantilisés, traités comme des enfants avec des instructions à la lettre. Les analyses vidéo, trop longues, trop répétitives. Et puis, ce contrôle sur leur temps personnel, même après les matchs, ça ne passe pas du tout. En fait, le problème n'est pas tant la charge de travail que ce sentiment d'être constamment fliqué. Troisième point. Joueurs, ego et entourage. Parce que ce serait trop simple si le problème n'était qu'entre le coach et les joueurs. Le vestiaire lui-même est loin d'être uni. Et pire encore, des influences extérieures viennent jeter de l'huile sur le feu. Le vestiaire est clairement divisé en plusieurs clans. D'un côté, les jeunes stars brésiliennes, très influencées par leur famille et agents, sont mécontentes. D'autres poids lourds, comme Bellingham ou Valverde, sont, disons, sceptiques. À l'inverse, un groupe mené par Mbappé et les Français apprécie ce professionnalisme. Le vrai problème dans tout ça, c'est que les patrons naturels du vestiaire, les Carvajal, Alaba, Rudiger, ils sont blessés. Il n'y a plus personne pour calmer le jeu. Pour vraiment comprendre la situation, il faut parler de ce qu'on appelle l'effet entourage. C'est l'influence énorme de la famille, des amis, des agents, de tout ce petit monde qui vit au crochet du joueur. Et leur intérêt n'est pas toujours celui du club. Leur priorité, c'est de protéger leur poule aux œufs d'or. Et s'il faut monter le joueur contre le coach pour ça, ils n'hésitent pas une seconde. Cette phrase, qui aurait été entendue dans l'entourage de Vinicius Junior, résume tout. Imaginez qu'on vous répète en boucle que vous êtes le meilleur, que chaque décision de l'entraîneur est une injustice. À force, toute remise en question devient impossible. Ça crée inévitablement des conflits. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Le père de Rodrigo, par exemple, est décrit comme si compliqué à gérer qu'il aurait lui-même fait capoter des transferts pour son fils. Quand l'entourage commence à exiger du temps de jeu et à se mêler des transferts, ça devient tout simplement ingérable pour un club. On monte d'un cran pour cette quatrième partie, la guerre à la direction. Parce que la véritable bataille, la source de tout ce chaos, elle ne se joue pas sur le terrain. Elle se joue dans les bureaux. C'est vraiment la clé de toute l'histoire. Les tensions qu'on observe dans le vestiaire ne sont en fait que le miroir, le reflet d'une guerre de pouvoir acharnée entre les plus hauts dirigeants du Real Madrid. Et au centre de cette guerre, il y a un personnage clé, Juni Calafate, le chef du recrutement. C'est lui qui est allé chercher toutes les pépites brésiliennes. Il est un peu leur père sportif au club. Son pouvoir, son influence, tout est directement lié à leur réussite. Son agenda personnel est donc assez clair. Pour lui, Xabi Alonso est une menace. D'abord parce qu'il est trop exigeant avec ses joueurs, ses investissements, et ensuite parce qu'Alonso veut mettre son nez dans les transferts, le précaré de Calafate. Donc, pour protéger son pouvoir, il n'hésite pas à saper l'autorité du coach en allant souffler à l'oreille des joueurs qu'il mériterait un entraîneur plus cool, un sélectionneur. Résultat, la direction du club est totalement paralysée, coupée en deux. Une faction a choisi et soutient Alonso, l'autre, menée par Calafate, lui tire dans les pattes. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'un entraîneur puisse asseoir son autorité ? C'est mission impossible. Et tout ça nous amène à la dernière question, la plus importante. Un club sans capitaine ? Face à ce chaos, on est en droit de se demander, mais qui pilote le navire ? Forcément, tous les regards se tournent vers le sommet, vers le président Florentino Pérez.
Autrefois patron tout-puissant et incontesté, il semble aujourd'hui dépassé. Son inaction, son incapacité à taper du poing sur la table laisse ses conflits internes pourrir la situation de l'intérieur et affaiblir l'institution tout entière. On est donc pris dans un véritable cercle vicieux. En résumé, le manque de leadership au sommet permet aux différentes factions de se faire la guerre via les médias. Du coup, l'autorité du coach est complètement détruite. Le pouvoir bascule alors entre les mains des joueurs et de leurs entourages, et au final, le grand perdant dans tout ça, c'est le club. Après avoir vu tout ça, la question de départ, Alonso est-il le problème, semble presque dépassée. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si le coach est trop exigeant, c'est de savoir si le Real Madrid, en tant qu'institution, a encore les reins assez solides pour soutenir un projet sportif mené par un coach à poigne. Et c'est la conclusion un peu troublante qui s'impose. Aujourd'hui, pour le Real Madrid, l'adversaire le plus dangereux n'est peut-être plus sur le terrain. L'ennemi est à l'intérieur de ses propres murs. Une situation qui forcément rend l'avenir du plus grand club du monde bien plus incertain qu'on ne l'imagine.